L'affaire du siècle est l'action qui a mobilisé le plus de citoyens, avec notamment une pétition qui a rassemblé plus de 2 300 000 signatures. 2,3 millions qui ont signé la pétition depuis 2 ans. C'est une première. L'État vient d'être reconnu un responsable d'inaction climatique par la justice. Une décision juridique inédite. L'État français va devoir accélérer. Le tribunal administratif de Paris lui donne un peu plus d'un an pour réparer le préjudice écologique. Jeudi 14 octobre 2021, une date historique, le tribunal administratif de Paris annonce sa décision concernant l'affaire du siècle. L'État est sommé de réparer les dommages causés à l'environnement par son inaction et de respecter les engagements climatiques. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. L'affaire du siècle, elle porte bien son nom. Il a fallu 3 ans à 4 ONG, Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à tous et la fondation Nicolas Hulot pour obtenir cette décision de justice ce jeudi 14 octobre 2021 qui condamne l'État français pour inaction climatique et qui ordonne à la France d'agir avant fin 2022. Le média était à l'audience de l'affaire du siècle pour vous raconter 9 mois après l'histoire de cette procédure, comment en est-on arrivé à condamner l'État français, par quel chemin les ONG sont-elles passées et quel bilan, quelle perspective après cet événement historique. Tous ensemble, face aux injustices sociales et environnementales, face à l'inaction climatique, on va mettre notre État devant ses responsabilités. On va demander à la justice d'ordonner à l'État de respecter ses propres lois. Est-ce que ça peut marcher? Oui, d'autres pays l'ont fait. Au commencement, fin 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, il y avait une pétition, la plus paraphée de France. 2,3 millions de personnes signent pour une justice climatique et pour une action inédite dans l'Hexagone, poursuivre l'État pour son inaction. Nous avons été plus de 2 millions à signer pour soutenir l'affaire du siècle. 2 millions à signer pour attaquer l'État français en justice pour son inaction climatique. 2 millions pour s'inscrire dans un mouvement mondial, urgent et puissant. Fort de votre incroyable soutien, nous déposons officiellement notre recours contre l'État pour inaction face aux enjeux climatiques. Le 14 janvier 2021, ça y est, l'audience tant attendue a lieu. J'attends que le rapporteur public ait la décence de faire des propositions parce que l'heure est grave, mais elle est plus que grave puisqu'il est même un peu trop tard. Concrètement, aujourd'hui, ce serait bien que l'État soit un peu condamné. À l'intérieur, les avocats rappellent les engagements de l'accord de Paris et les résultats de la recherche scientifique sur le réchauffement climatique. Des plaidoyers qui exigent des réponses à la crise climatique et une rapporteure publique qui répond favorablement à la majorité des arguments des ONG. Pendant plus d'1h30, la carence fautive de l'État, c'est-à-dire sa faute, est pointée du doigt. Une première dans un tribunal français. À la sortie, les plaignants sont soulagés. Il y aura un avant et un après de toute façon après ce procès et nous devons avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux qui ont bien voulu signer cette pétition parce que c'est aussi, ce résultat, c'est aussi le leur. Et je leur adresse des remerciements. En fait, on a entendu donc le rapporteur public constater qu'il y avait une faute de l'État, dans le sens où il ne respecte pas une trajectoire suffisamment ambitieuse pour lutter contre le dérèglement climatique et qu'en ce sens, sa responsabilité est engagée. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, complètement nouveau dans une juridiction comme ça. Donc... C'est important aussi de reconnaître que l'État est vraiment responsable pour agir contre le réchauffement climatique et d'enlever aussi la part de responsabilité des Français. Et c'est une position forte qu'a pris la rapporteure aujourd'hui en disant que les Français, on ne pouvait pas être tenus responsables de ne pas faire assez pour lutter contre le réchauffement climatique parce que l'État a un rôle de régulateur et d'investisseur. Et c'est ce qu'a dit la rapporteure et c'est quelque chose de très fort parce que c'est un des arguments que nous a opposé l'État en disant qu'on ne pouvait pas le tenir pour seul responsable de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le sillage de ce recours, si nous gagnons, d'autres citoyens, d'autres associations pourraient s'en prévaloir pour aller devant les tribunaux et bien porter plainte, demander une indemnisation parce qu'ils ont subi un préjudice. Et ça pose la question de l'accès aux droits pour les citoyens et pour les citoyennes qui se sentent et qui sont confrontés et qui sont affectés par les impacts du changement climatique. Le tribunal administratif a vraiment l'opportunité de s'inscrire dans le cours de l'histoire du XXIe siècle, de la construction de nos droits climatiques et environnementaux, d'aller dans le sens de ce mouvement mondial pour la justice climatique qui émerge et qui se développe partout dans le monde. Chose rare, les activistes partent du tribunal pleins d'espoir, en attendant le jugement. Et puis soudain, le 3 février au matin sur nos téléphones, le délibéré de l'affaire du siècle vient d'être rendu. Pour la première fois, l'État est reconnu responsable d'inaction climatique.
Rendez-vous à un point de décryptage avec représentants et avocats. La rapporteure avait qualifié ce procès de premier grand procès climatique de l'histoire de France. C'est un premier grand procès climatique et il est gagné. L'État reconnaît également, et c'est très important, une obligation générale de lutte contre le changement climatique à la charge de l'État. Ça aussi, c'est historique et ça va permettre beaucoup d'évolutions. C'est une victoire politique aussi, bien sûr, pour nous aujourd'hui. C'est une décision qui montre et qui statue que l'État a une responsabilité bien particulière dans la lutte contre le dérèglement climatique. Emmanuel Macron, plus que beaucoup de chefs d'État, s'est positionné fortement sur le sujet et il ne va pas pouvoir rester silencieux, il ne va pas pouvoir rester les bras ballants face à une telle décision. Quelque part, cette décision, elle vient aussi sanctionner les manques aussi de ce gouvernement au cours des 3 dernières années et le fait que ce gouvernement n'en a pas fait assez pour lutter contre le dérèglement climatique. Et c'est pas seulement ce gouvernement, c'est le précédent, le précédent, le précédent du précédent et le précédent du précédent. Et la question est-ce qu'on pouvait faire autrement ? La réponse qui est dans ce jugement, c'est oui, notamment parce que l'État s'y était obligé. Et ça, c'est que le début. Le tribunal administratif, aujourd'hui, il a donné un signal très très fort à tout le pays et au gouvernement en disant que l'urgence climatique, elle est là. Que l'accélération du changement climatique, elle impose à l'État d'agir dans sa fonction de régulateur et d'investisseur et qu'il a un rôle central à jouer. Dans son premier jugement, le tribunal administratif reconnaît donc l'existence d'un préjudice écologique. On l'a fait, on a gagné. Les juges ont prononcé un supplément d'instruction. Un second jugement est attendu pour déterminer les mesures devant être ordonnées à l'État pour réparer le préjudice. Après une seconde audience, en septembre, le deuxième jugement est prononcé le 14 octobre 2021. Après 3 ans de bataille judiciaire, quel bilan de l'affaire du siècle ? Qu'est-ce que cette procédure permet d'envisager pour le futur ? Et du coup, pour faire le bilan de l'affaire du siècle, on va retrouver Cécile Duflot, directrice générale de l'ONG Oxfam France. Alors Oxfam, c'est une organisation qui s'est fondée dans les années 40 pour lutter contre la pauvreté. Et assez vite, elle s'est rendue compte que si on voulait lutter contre la pauvreté et contre la faim, il fallait lutter contre le changement climatique qui impactait de façon prioritaire les plus pauvres. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inégalité énorme entre ceux qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, les 10% les plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre, et ceux qui en subissent déjà les conséquences, les 50% les plus pauvres qui émettent moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est eux qui, avec des conséquences en matière de sécheresse, notamment en particulier dans la zone sahélienne, souffrent par exemple aujourd'hui de la faim. On a participé à tous les sommets sur le climat, on participe à toutes les négociations, mais on s'est rendu compte notamment 3 ans après l'accord de Paris, qu'en fait, c'est pas que ça servait à rien, mais c'était presque pire, c'est que les mêmes qui prenaient ces décisions considéraient qu'ils n'étaient pas tenus par ces décisions. Donc, l'affaire du siècle, pour Oxfam, pour une organisation internationale habituée aux négociations, c'est comme une sorte de radicalisation, parce qu'on voit que ce niveau d'action n'était pas suffisant. Donc, on utilise un autre outil de la démocratie, qui est l'outil judiciaire. Il y a plusieurs leçons dans l'affaire du siècle. La première, c'est que, en fait, ceux qui prédisait qu'il n'y avait aucune chance pour qu'il y ait une décision judiciaire favorable, qui plus est devant le tribunal administratif, sur le préjudice écologique et sur la responsabilité de l'État dans l'inaction climatique, se sont trompés. Donc ça, c'est quand même un élément très important, c'est que ce pouvoir démocratique qu'est la justice peut sanctionner des mauvais comportements de l'État, puisque c'est ça qui s'est passé. Aussi, cette décision, elle va emporter des effets, c'est-à-dire que là, pour l'instant, l'État est enjoint à agir d'ici le 31 décembre 2022. Donc effectivement, on va attendre, mais ça fait déjà 3 ans qu'on a montré de la constance. Donc le 31 décembre 2022, on verra ce qui s'est passé. Et si ça ne s'est pas passé, on demandera une astreinte. C'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher. Là, en fait, il y a une espèce de marquage très fort qui s'est inscrit par cette décision. Mais l'affaire du siècle, ça s'inscrit dans les contentieux climatiques partout dans le monde. C'est pas le premier, Ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est l'affaire Urgenda aux Pays-Bas. Mais il y en a des centaines partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat aussi d'une sorte de rage exprimée démocratiquement. Qu'est-ce que vous voulez faire quand des États n'appliquent pas des engagements qu'ils ont pris eux-mêmes ? L'État français s'est engagé solennellement et en plus, c'était à Paris avec le marteau de Laurent Fabius qui validait l'accord de Paris. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cet accord de Paris a été transposé dans des lois et il n'est pas appliqué. Donc, parmi les outils de la démocratie figure la justice. Quand vous commettez une infraction, vous pouvez être sanctionné. Il n'y a pas de raison que l'État ne le soit pas. Mais le but vraiment, n'est pas de sanctionner l'État pour une action climatique. Le but, c'est de le forcer à agir.
Et donc on utilise cette nouvelle arme qu'est celle des tribunaux pour forcer l'État à agir. Pour comprendre les implications juridiques et les bouleversements dans le droit provoqués par ces jugements, on est allé à la rencontre d'Emmanuel Daoud, l'avocat de l'association Notre Affaire à tous, à l'origine de l'affaire du siècle. Il nous explique pourquoi la décision judiciaire va inspirer les tribunaux. C'est une avancée majeure et l'État est pris en étau et ne pourra plus se contenter de déclarations incantatoires. 2 juges vont surveiller ce qui va se passer. 1, le Conseil d'État. 2, le tribunal administratif de Paris. Et vous, citoyennes, citoyens, nous, ONG, nous pourrons, à chaque fois que l'État ne respectera pas ses engagements, revenir devant le tribunal en disant « manquement, préjudice écologique, réparation ». D'abord parce qu'il y a un calendrier. Le tribunal administratif de Paris dit « on se revoit à fin 2022 ». Le préjudice écologique est évalué à 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Il faudra non seulement que vous ne produisiez pas ces 15 millions de tonnes, mais en plus, compte tenu de l'effet cumulatif, parce qu'il y a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faudra que vous démontriez, d'ici 2022, que vous avez pris des mesures qui vont réduire et qui vont réparer ce préjudice écologique. Donc on n'est pas à horizon 2030, on n'est pas à horizon 2050. Dès à présent, le juge français dit à l'État français, on se revoit en 2022. Si nous avons un doute, les ONG, les associations, mais tous les citoyens et toutes les citoyennes et toutes celles et ceux qui s'estiment victimes d'un préjudice écologique ou des conséquences du non-respect de ces objectifs climatiques, pourra saisir le tribunal. Ça peut être, par exemple, le marin-pêcheur qui considère que dans telle zone de pêche, la biodiversité est moins riche et il y a moins de poissons. C'est tel agriculteur qui aura constaté qu'il n'y aura plus de phénomènes, par exemple, de tornades ou de grêle à répétition en raison du dérèglement climatique. Donc c'est toute une série de mesures très concrètes que devra prendre l'État, évaluables, mesurables, et avec un calendrier à 2022 pour cette première décision du 14 octobre 2021. Le contexte juridique a changé. Ces normes sont des obligations de faire qui pèsent également sur les responsables politiques et vous ne pouvez pas rester inactif. Et il y a une qualification pénale qui pourrait se prêter à cela, c'est la mise en danger délibérée de la personne d'autrui. On utilise le droit comme c'est une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y a les principes juridiques et on se dit, puisque les actions interpellatives, les manifestations, les décisions, la mobilisation des plus jeunes, ça ne suffit pas. On va aller sur le terrain juridique, donc on prend cet outil pour obtenir satisfaction. Et de ce point de vue-là, c'est un immense progrès, c'est un progrès historique. Et le droit climatique, la justice climatique, à mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mais à mon avis, va être une matière qui va être innerver l'ensemble des autres thématiques. Le droit rural, le droit fiscal, le droit du logement et le droit au logement, le droit pénal, le droit civil, le droit administratif, on l'a vu, toutes ces matières juridiques, devant toutes ces juridictions, vont être nourries, alimentées, innervées par le droit climatique. Il y a un écosystème vertueux juridique et judiciaire qui, ça s'appelle la jurisprudence, qui va alimenter la réflexion de contentieux à venir ou qui sont en cours dans d'autres pays, ou aussi en France, pour protéger le climat. Le droit a toujours été dans les luttes d'émancipation, parce que la lutte pour le climat, c'est aussi une lutte d'émancipation. On sait très bien à quel point le procès de Rosa Parks a été déterminant, voire même décisif, pour l'abrogation des lois qui permettaient la discrimination des Noirs. On était dans des combats défensifs, c'est-à-dire que c'est typiquement ce qui se passe depuis quelques années, c'est aussi les procès des décrocheurs de portraits, c'est-à-dire de militants qui décrochent les portraits de Macron dans les mairies, dans un acte symbolique, et qui ont été
attaqués pour vol ou pour vol en réunion, mais les procès sont devenus des chambres d'écho de la mobilisation climatique. Ce qui est nouveau avec l'affaire du siècle, c'est qu'on est dans un procès offensif. C'est la suite logique de l'histoire. Il y a un moment de démocratie importante qui est l'élection du ou de la présidente de la République. Donc oui, on va être là. L'affaire du siècle va être, je pense, extrêmement engagée pour confronter les candidats, leur programme et la réalité de leurs futurs actes, pour dire, vous devez de toute façon tenir compte de cette décision. On va être vraiment très teigneux, j'allais dire, à l'égard des candidats et de façon peut-être un peu différente de ce qu'on a été dans les périodes précédentes, parce que la période est critique et que l'inaction climatique aujourd'hui, elle est criminelle, tout simplement. L'affaire du siècle n'est donc pas totalement terminée et les répercussions de ce séisme juridique pas encore totalement mesurées. Mais une chose est certaine, le jugement du 14 octobre 2021 pèsera sur la campagne présidentielle et sur le prochain quinquennat. Car aujourd'hui, la France est dans l'illégalité et le chemin est encore long pour sortir de la crise climatique.